Beaucoup de gens qui me disaient « je n'ai jamais vu ce qu'on vit actuellement ». Qu'est-ce qui se passe depuis dans ce fameux industrie du marché de l'occasion ? Tout d'abord, il y a eu un effet de pénurie. Le Covid a amené, on va dire, des restrictions sur certaines pièces qui ont fait que les constructeurs n'ont plus pu produire au même niveau de volume. Et donc, il n'y a plus de véhicules neufs. Tout le monde qui cherche une voiture, parce que tout le monde change de voiture régulièrement, cette demande qui était vers les véhicules neufs se reporte vers les véhicules d'occasion. Donc tout d'un coup, on va dire, tout le monde se met à, on va dire, il y a une demande très très forte qui va sur les véhicules d'occasion, une inflation aussi des prix conséquente et une raréfaction des véhicules d'occasion pendant certaines années. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui a façonné et révolutionné l'humanité, un sujet de mobilité par excellence, un sujet pour lequel tout le monde a une histoire à raconter, un sujet qui déchaîne les passions, un sujet ô combien sociologiquement et économiquement important, un sujet qui est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations. Je veux parler de la voiture. Dans cet épisode, nous allons aborder les ventes de voitures d'occasion sur Internet, avec près de 6 millions de véhicules d'occasion vendus en 2021, contre, il est vrai, seulement 5,2 millions en 2022. Le marché est donc conséquent et il concerne tout le monde, en effet, qui n'a jamais acheté une voiture d'occasion dans sa vie. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Manutea Dupont, directeur général de Auto1 Group France, qui possède la marque Autohero, avec plus de 650 000 véhicules vendus online en 2022 et 6,5 milliards d'euros de CA, le groupe est l'un des leaders de la vente de voitures d'occasion sur Internet en Europe. Et c'est donc un acteur de premier plan pour discuter du sujet. Nous gardons bien sûr les bonnes habitudes. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au marché dans sa globalité. En effet, celui-ci subit de fortes fluctuations en fonction de la conjoncture économique et en fonction des politiques d'encadrement. Je pense entre autres aux ZFE et aux primes à l'achat d'une voiture électrique. Dans ce contexte, comment les consommateurs se comportent-ils ? Comment le canal de vente e-commerce est-il perçu ? En effet, on n'achète pas une voiture comme une paire de baskets. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur d'Autohero. L'entreprise d'origine allemande possède une expérience unique sur la vente online de voitures. L'idée est de comprendre la façon avec laquelle elle adresse son marché. Enfin, nous aborderons le sujet de la relation client, de la data et du CRM. Acheter une voiture n'est pas un acte courant et représente un investissement élevé pour les acquéreurs. Réaliser cet achat online impose certainement un effort conséquent de réassurance de la part du site de vente. Mais avant de commencer, Manutea, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Merci beaucoup pour l'invitation, je suis absolument ravi d'être ici. Alors me présenter, oui, donc Manutea Dupont, donc moi je suis le directeur général du groupe Auto1 en France. Donc je parlerai tout à l'heure du groupe Auto1, mais pour moi, donc j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique. J'ai commencé en étant un ingénieur, ensuite j'ai fait du conseil chez McKinsey en France, puis en Australie. Entre les deux, je suis un peu tombé dans la potion magique des entreprises à forte croissance et online
en faisant 1 an chez Groupon. Et donc du coup, après, je suis parti en Australie, j'ai monté quelques entreprises là-bas. J'ai rejoint aussi le groupe HelloFresh à la fin où j'ai dirigé l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où j'ai commencé un petit peu à mieux comprendre ce que c'était une grande scale-up, avoir des entreprises, on va dire, qui sont online mais qui ont énormément d'opérationnels derrière eux. Voilà, et ensuite je suis rentré en France et maintenant je suis chez Auto en France. On va revenir un peu en arrière. Globalement, c'est en quelle année que tu es diplômé et quel type d'ingénieur tu es? D'accord, on repart donc à toutes les archives. Alors moi je suis diplômé en 2000, donc je suis dans les années 2000 des arts et métiers, donc je suis un gars des arts. J'ai fait ensuite de ça, pour compléter ma formation d'ingénieur, un passage au collège des ingénieurs. C'est une formation plus généraliste, on va dire, qui aide les ingénieurs à s'ouvrir un petit peu au monde plus du business. Ouais. Donc là, j'ai vraiment découvert un petit peu tout ce qui était un PNL, tout ce qu'on n'apprend pas en école d'ingénieur. Ça, c'est une formation qui dure combien de temps? Ça dure 1 an. C'est à l'occasion du collège des ingénieurs aussi que j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le conseil. C'est comme ça que je suis rentré chez McKinsey à Paris. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le conseil en strat chez McKinsey? C'est ça principalement? Je pense que j'ai toujours eu envie, on va dire, de participer à des aventures entrepreneuriales. Et je pense qu'à un moment donné, on est très attiré aussi par l'aspect très généraliste du conseil. C'est quelque chose qui... le conseil chez McKinsey, c'est très intéressant pour 2 raisons. Je pense parce que ça nous permet de pas forcément se sectoriser directement, parce que ça sert toutes les industries. Et il y a aussi cet aspect de direction générale qui, on va dire, nous ouvre des portes de problématiques assez complexes. Et ce qui est vrai, c'est que c'est une entreprise qui nous fait vivre des expériences très riches. En très peu de temps, on vit beaucoup de choses, beaucoup de vies. Souvent, j'en parle comme ça, en disant qu'on a énormément d'expériences à partager qui ont été extrêmement riches en très peu de temps. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Combien de temps tu es resté? Je suis resté 3 ans à Paris, ensuite 2 ans en Australie. Donc 5 ans de voilà. Et de notamment, conseil. il y a 2 choses en plus que j'ai fait, c'est que McKinsey m'a permis de vivre aussi l'expatriation, puisque c'est avec eux que j'ai réussi à passer de Paris à Sydney. Et aussi, entre-temps, ils m'ont financé un MBA à l'INSEAD, qui encore une fois, pareil, a été à Fontainebleau ou à Singapour? J'ai fait les 2. Alors, en tant que Français, je voulais aussi vivre l'expérience asiatique, donc j'ai commencé à Singapour et ensuite je suis revenu en France. Ok. Qu'est-ce qui a motivé ta décision à aller à l'étranger et en Australie? Alors l'Australie, je pense que c'est un pays qui fait, je pense, toujours rêver pour ses plages et sa douceur de vivre, évidemment, mais il y a aussi l'aspect que c'est un pays qui va très bien et qui, en allant très bien, recherche du monde. Et je pense qu'il y a énormément il y a un marché de l'emploi qui est très dynamique là-bas. Un dernier aspect qui est plus personnel, c'est que moi je suis aussi d'origine tahitienne, et d'être dans l'hémisphère sud, pour moi c'est quelque chose qui comptait, et donc du coup j'ai beaucoup apprécié, on va dire, vivre la vie aussi en habitant l'hémisphère sud. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Et d'ailleurs, quand tu arrives en Australie pour une première fois, parce que si je comprends bien, il y a eu une seconde fois, on va revenir dessus. On est en quelle année globalement là? C'était en 2012. En 2012. Qu'est-ce que tu retiens de l'Australie en dehors du cadre de vie je parle du côté business, comment fonctionnent les Australiens? Est-ce que ce sont des anglo-saxons, comme on peut imaginer qu'ils sont, comme des Anglais ou des Américains? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est encore autre chose? C'est quoi cette culture australienne qui finalement, on a peu l'occasion d'en parler ou d'avoir un retour là-dessus? Ouais. Alors, je pourrais en parler pendant des heures. L'Australie, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir devenir australien et de me sentir australien maintenant. D'ailleurs, ce week-end, j'étais au match France-Australie et j'avais les 2 drapeaux avec moi. Et je pense que ce qui est important avec l'Australie, il y a 2 choses qui frappent, on va dire. C'est côté business, c'est on arrive là-bas et il y a beaucoup de marques qu'on ne connaît pas. Donc par exemple, si je dis le mot Telstra, si je dis le mot CBA, en général ce sont des marques qui ne connaissent pas, qui ne représentent rien pour les gens. Mais Telstra, c'est la plus grosse entreprise donc télécom australienne, et CBA, c'est la plus grosse banque. Il se trouve que les tailles de ces business-là sont énormes.
Moi, je donne toujours l'exemple de CBA qui a une market cap à un moment donné qui était plus grosse que BNP. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur un pays qui ne fait, entre guillemets, que 25 millions d'habitants, on est capable de créer des business qui sont absolument énormes. Pourquoi ? Parce que ce sont des business qui sont en général focalisés sur un seul pays, où il y a finalement très peu de concurrence, et aussi, puisque c'est un business, et c'est un pays qui est très riche, et où on peut extraire du coup beaucoup de richesses, on va dire, en très peu on va dire per capita, il y a beaucoup de business. Et on peut voir, moi j'ai toujours dit, on peut voir l'Australie de deux choses. Soit on peut dire c'est un petit pays parce que ça fait que 25 millions d'habitants, un peu comparé, on va dire, à la Hollande, ou alors c'est un énorme Liechtenstein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le PNB par habitant de l'Australie est aussi élevé que le Liechtenstein. Et imaginez-vous la taille que ça ferait en Europe d'avoir autant d'habitants qui ont le PNB du Liechtenstein. C'est énorme. Et donc en fait, l'économie australienne est très importante. Alors évidemment, c'est lié à la taille du pays, c'est lié à l'importance des ressources naturelles, à l'importance notamment avec la connivence avec la Chine, puisqu'il y a énormément d'export c'est ça, vers la les Chine. liens avec l'Asie sont hyper forts. Absolument. Et il doit faire énormément de business avec l'Asie. Énormément de business avec l'Asie. Mais, alors, tu en parlais tout à l'heure, c'est une culture très anglo-saxonne. Donc c'est un pays qui, au final, Sydney a beaucoup de similitudes aussi en termes d'architecture et de ressenti de la vie que Londres. Il y a beaucoup de similitudes. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est un petit peu un in-between entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que c'est assez vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait une culture qui est très anglo-saxonne, très anglaise, et en même temps, on va dire, un pays qui fait la taille des États-Unis, avec une grande, on va dire, culture des grands espaces, et je pense que c'est quelque chose qui se ressent aussi. Bon, merci pour cette petite parenthèse, mais j'ai sauté sur l'occasion parce que finalement, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a une expérience significative sur l'Australie, et c'est un pays que je connais pas. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour te faire parler de ça. Après l'Australie, donc chez McKinsey, tu reviens en France ? Alors non, j'étais chez McKinsey. Et chez McKinsey, j'ai voulu faire un MBA à l'INSEAD. Et là, on va dire le deal, c'est si on vous finance un MBA, il faut que vous reveniez pendant 2 ans chez McKinsey. Donc du coup, j'ai fait ça, mais entre le moment où j'ai fini mon MBA et au moment où je suis allé en Australie, j'ai fait 1 an de pause et je suis allé chez Groupon. Et là, c'était à Paris. Et ensuite de ça, je savais après que j'allais aller. Groupon, tu fais quoi ? En gros, je travaillais avec le directeur général que j'avais rencontré à l'INSEAD et je lui avais demandé d'avoir quelque chose de très opérationnel. Donc, je m'étais occupé d'une région de Groupon pour pouvoir vraiment être commercial et gérer des commerciaux chez Groupon. Et je voulais absolument. Donc, la région, c'est quoi, l'Europe ? C'était le nord-est de la France. Le nord-est de la France. Oui, parce que Groupon, c'est très business local. Exactement, c'est très local. Ouais. Et il y a un effort énorme qui a été produit justement pour intégrer les business locaux sur la plateforme Groupon qui est passé déjà sur les Digital Doers. Tu restes qu'1 an, c'était convenu dès le départ ou Alors moi je m'étais posé la question initialement de savoir ce que je voulais aller chez Groupon en particulier pour pouvoir découvrir ce monde des startups. Pourquoi ? Parce que quand j'étais chez McKinsey, j'avais découvert beaucoup plus l'univers assez feutré des directions générales du CAC 40. Et ça, c'était vraiment à l'opposé de ça. Et c'est vraiment là que j'ai découvert, on va dire, ce monde des entreprises à très forte croissance. Et je voulais savoir ce que c'était. Alors, il se trouve que Groupon en particulier, j'aurais pu y rester, j'ai failli y rester. Mais au final, aussi l'attrait de l'Australie et on va dire l'idée de pouvoir découvrir l'Australie à travers McKinsey m'a convaincu. Mais j'ai failli rester là-bas. Ce que j'ai gardé de chez Groupon, c'est cet amour, on va dire, que j'ai découvert de là-bas des entreprises pas forcément immenses, mais en très forte croissance, ces fameuses startups qui veut tout et rien dire, mais que j'ai vraiment découvert là. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, c'est dans ce type d'environnement que j'ai envie d'évoluer. Et il se trouve que Auto 1 a énormément de cet ADN-là, notamment, et toutes les entreprises que j'ai faites avant sont pareilles. Tu quittes Groupon pour retourner en Australie. Voilà. Là, on est en quelle année ? Pour aller en Australie en 2012, voilà.
Donc j'ai fini l'INSEAD en 2011, j'ai fait 1 an de groupon, après 2012 j'arrive en Australie pour la première fois, donc là je fais 2 ans chez McKinsey, et là je commence à fonder une entreprise. Donc voilà, donc là je commence from scratch à faire une entreprise un compétiteur de Uber. Donc là, à l'époque c'était une très bonne idée, sauf que très rapidement Uber était beaucoup plus petit à l'époque, et sauf que on a commencé, ça a très bien marché, on a une grosse équipe, une grosse petite équipe, on était une trentaine à la fin, et sauf que Uber a levé un énorme round à ce moment-là, ils ont levé 1,5 milliard d'euros de fonds, et donc là dans toutes les discussions qu'on avait en termes de financement, c'était compliqué de continuer l'aventure, et à chaque fois c'était qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir lutter contre 1,5 milliard d'euros. C'était pas évident de closer le round. Du coup, on a pivoté l'entreprise, et on a pivoté sur de la livraison de courses. Et donc là, c'est quelque chose qui a duré pendant 3 ans, ça s'est très bien passé. Il y a d'autres choses qui sont à dire, mais c'était les débuts de la livraison des courses en online, avec un modèle de personal shopper, sur un modèle comme Instacart, où on va avoir des gens qui vont aller dans les magasins, faire les courses et après livrer les courses chez C'était à Sydney principalement? C'était à Sydney, à Melbourne, enfin c'était en Australie, principalement à Sydney et Melbourne, un peu Perth. Là, tu fais cette activité jusqu'en 2015. Voilà, c'est ça. Et là, je rejoins HelloFresh pour plusieurs raisons, parce que en gros, à la fin, Shopwings, on a dû s'arrêter parce qu'on avait un partnership avec un grand retailer, l'équivalent, on va dire, de Auchan, qui ne s'est pas fait. Et du coup, là, l'aventure a dû s'arrêter puisque le partenariat est tombé. Et là, j'ai rejoint, on va dire, ce qu'on appelle une scale-up maintenant, donc HelloFresh, qui est beaucoup plus grosse entreprise, mais pareil, encore une fois, cet ADN de start-up. Et donc là, j'ai dirigé l'Australie et la Nouvelle-Zélande pendant 3 ans. C'était absolument passionnant. HelloFresh, c'est une entreprise de meal kits, donc on livre, on va dire, une boîte toutes les semaines à des clients qui vont pouvoir après eux-mêmes cuisiner chez eux. Et en fait, c'est on va dire une niche qu'ils ont développée qui est devenue assez énorme, puisqu'en fait faire une niche qui devient dans la food, en fait ça fait des montants et des chiffres assez énormes. Et nous, la taille du business était assez grosse. En gros, on avait environ 400 employés en Australie, et puis on faisait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires d'abord. Et donc suite à cette expérience-là, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est plutôt personnel. C'est-à-dire que ça faisait 8 ans qu'on était en Australie. C'est le moment où on voit nos enfants devenir très australiens. Et c'est la question de se poser, est-ce qu'on devient australien comme on l'est, mais jusqu'à la fin de nos jours, en sachant qu'il y a évidemment un challenge en Australie, c'est que c'est loin. Donc du coup, il faut se dire, est-ce qu'on reste en Australie jusqu'à la fin de nos jours, ou alors est-ce qu'on se dit qu'on va essayer de se rapprocher de la famille, et comme beaucoup d'expats, on se dit voilà, on va rentrer en France. Et il se trouve que moi j'ai rien fait. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un chasseur de tête qui m'a appelé et qui m'a dit est-ce que tu es intéressé par le fait de rejoindre une entreprise de la food en France, donc c'est Deliveroo. Et donc je me dis banco, allez, on y va, c'est le bon moment pour pouvoir repartir. Là, on est en quelle année ? En 2010, là je suis pas très... En 2018. En 2018, avant le confinement, donc tu rentres pour rejoindre Deliveroo. Exactement. Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta mission ? Là, j'étais en France. J'avais 2 missions. J'avais une mission de m'occuper de toutes les opérations de Deliveroo, donc notamment toutes les relations avec les livreurs partenaires. Et d'autre part, superviser aussi ce qu'on appelle les cuisines, les cuisines partagées que Deliveroo développe, qui s'appelle Deliveroo Editions, qui sont les dark kitchen partagées, les fameuses dark kitchen, qui sont en grand développement, qui c'est une grande innovation de Deliveroo sur le marché. Donc Dark Kitchen qui permet en fait à des restaurateurs virtuels d'exister en préparant des repas qui sont distribués uniquement au travers de Deliveroo. Exactement, voilà. Tout à fait. Pour faire un résumé rapide de ce qu'est une Dark Kitchen, qu'est-ce que tu retiens de Deliveroo ? Énormément de choses. Je pense que ce que je retiens, c'est une entreprise qui a énormément de grande croissance, beaucoup de vitesse. Moi, c'est un environnement que je connaissais bien dans le sens où il y avait
c'est une entreprise où il y a beaucoup d'opérations et il y a beaucoup de réel derrière. Et donc du coup beaucoup de challenges à faire au quotidien et beaucoup aussi de données, beaucoup d'humains. Donc c'est une très belle aventure. Je pense que c'est une entreprise. En plus de ça, moi j'ai eu la chance de le vivre pendant le confinement. Alors c'était très intense. Mais c'est aussi typiquement le type d'industries qui ont été beaucoup chamboulées pendant le confinement, et du coup j'avais beaucoup appris, on va dire, en termes de qu'est-ce que c'est que le changement, on va dire, rapide. Bon, ensuite tu rejoins, merci pour ces précisions, Auto un groupe. On est en quelle année quand tu arrives ici? Alors je suis arrivé en 2019, c'est ça, 2019, ou après 2020. Ouais, 2020, je crois. C'est quoi? Alors, qu'est-ce qui t'a attiré ici, et quelle était ta lettre de mission au départ? C'est très simple. J'ai rencontré l'ancien directeur général d'Auto 1 en France, et c'est une conversation qui a duré 1 an et demi. On va dire qu'on s'est rencontrés, on s'est appréciés, et à un moment donné, il m'a dit voilà, je souhaite quitter le groupe. Est-ce que tu voudrais prendre la suite? Et sauf que pour moi, c'était une assez grande évidence. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise que je trouvais comme passionnante, parce que elle correspondait énormément, on va dire, au type d'entreprise que j'avais vécu avant, c'est-à-dire des scale-up, des entreprises qui ont prouvé, on va dire, leur taille, leur business model, mais qui sont en même temps très jeunes et en forte croissance. Et d'autre part, rejoindre l'automobile. Moi, j'adore l'automobile. C'est une industrie que j'avais jamais eu l'occasion, on va dire, de connaître de l'intérieur. J'avais un petit peu travaillé dans l'automobile quand j'étais chez McKinsey, mais depuis, alors que j'adore l'automobile, j'avais jamais vraiment réussi, on va dire, à rentrer dedans. Et du coup, pour moi, c'était vraiment très simple de dire, voilà, voir faire quelque chose, on va dire, que j'aime beaucoup en termes de contenu et en plus en termes de passion. C'était vraiment un choix, on va dire, très simple pour moi. C'était quoi ta lettre de mission, ou quelle est ta lettre de mission si elle n'a pas changé en arrivant ici? Alors, la lettre de mission, c'était vraiment très simple. C'était de continuer évidemment le succès et la croissance d'Auto 1, mais plus particulièrement aussi de me focaliser sur le lancement et l'épanouissement de Auto Hero, qui est notre branche B2C, donc le canal de vente de véhicules d'occasion en particulier, qui est en très forte croissance depuis le moment où on l'a lancé. D'accord. On va revenir sur tout ça un peu après. On va mieux comprendre comment fonctionne Groupe 1 et Auto Hero en France. Peut-être qu'aussi tu nous parleras de l'international, parce qu'il y a une présence dans, je crois, 30 pays, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a finalement une expérience globale et que tu peux aussi nous partager là-dessus. Avant qu'on revienne justement sur Groupe 1 et Auto Hero, peut-être que je parlerai Auto Hero parce que c'est la marque qui m'est la plus familière. Tu pourras aussi nous parler des aspects B2B de cette activité. Avant qu'on en parle, je crois qu'il est important qu'on dresse un point de vue, un panorama de ce qu'est le marché du véhicule d'occasion, comment il fonctionne. En introduction, j'évoquais les aspects conjoncturels de l'économie qui ont une influence sur ce marché-là, mais aussi réglementaires. Je veux dire par là les politiques d'incitation qui peuvent exister à l'utilisation des véhicules en général et thermiques en particulier. Comment tout ça fonctionne? Quelle est l'analyse que toi tu peux porter sur ce marché, et que tu puisses nous expliquer à nous, aux auditeurs et à moi, un peu les tenants et les aboutissants, les choses importantes qu'il y a à connaître pour le comprendre, ce marché. Ouais. Alors, tout d'abord, le véhicule d'occasion, ça fait partie de l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est une industrie qui historiquement est assez stable, on va dire, qui est très établie et qui fait des projections, on va dire, assez longues. Pourquoi? Parce qu'il y a des outils industriels qui sont très importants. Pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis que je suis arrivé chez Auto 1, il y a eu énormément de modifications dans cette industrie automobile qui est en changement complet sur à peu près tout. Il y a eu évidemment un impact très fort du Covid. Il y a des impacts économiques et des impacts géopolitiques, avec notamment le conflit ukrainien. Et il y a évidemment l'impact de l'écologie. Donc, en très peu de temps, il y a énormément de facteurs exogènes et endogènes qui ont
changer à peu près tous les aspects d'une industrie qui, pendant très longtemps, on va dire, était assez connue, assez stable. Même s'il y avait des cycles, il y a toujours eu des cycles. Il y a toujours eu des cycles de demande, mais sur des moments assez longs. Et je pense que là, il y a énormément. Donc, moi, je suis arrivé, on va dire, dans cette industrie-là. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient je n'ai jamais vu ce qu'on vit actuellement. Et alors que même, c'est des gens qui, parfois, sont là depuis 30 ans. Qu'est-ce qui se passe depuis dans ce fameux industrie du marché de l'occasion? Alors, tout d'abord, il y a eu un effet de pénurie qui n'a jamais vraiment eu lieu depuis jamais. C'est-à-dire que le Covid a amené, on va dire, des restrictions sur certaines pièces qui ont fait que les constructeurs n'ont plus pu produire au même niveau de volume. Donc il y a une offre de véhicules neufs qui diminue. Exactement. Avec une conséquence directe sur un report, en fait, sur Exactement. Le marché de l'occasion. Et donc il n'y a plus de véhicules neufs. Donc du coup, tout le monde qui cherche une voiture, parce que tout le monde change de voiture régulièrement, cette demande qui était vers les véhicules neufs se reporte vers les véhicules d'occasion. Donc tout d'un coup, on va dire, tout le monde se met à... on va dire, il y a une demande très très forte qui va sur les véhicules d'occasion. Une inflation aussi des prix conséquente et une raréfaction des véhicules d'occasion pendant certaines années. Il y a d'autres aspects, évidemment, on en a parlé, c'est il y a dans l'aspect de l'offre, il y a aussi des nouveaux entrants. Il y a des nouveaux entrants avec notamment une offre électrifiée, avec des nouveaux entrants vraiment, avec par exemple des nouvelles marques qui viennent notamment de Chine. Il y a des nouvelles marques qui viennent aussi des États-Unis, avec évidemment Tesla. Mais il y a on va dire il n'y avait jamais eu, on va dire, en si peu de temps, autant de nouveaux entrants qui s'intéressaient à cette industrie-là. Et ça veut dire que le consommateur, en fait, il a face à lui un panorama complètement nouveau et le paradigme qui change. Avant, il ne se posait pas la question de savoir si c'était thermique ou électrique. Ouais. C'était thermique. Fut un temps, la question c'était de savoir si c'était diesel ou essence, mais enfin a priori Exactement. Plutôt diesel, pour la France du moins. La part de voitures à essence était faible comparée au diesel. Aujourd'hui, tout ça c'est chamboulé. Voilà, c'est en train d'être chamboulé, exactement. Il y a un troisième aspect qui est là, parce qu'en fait, tout ça c'est aussi sous-tendu par un aspect réglementaire. Qui est un petit peu avec un millefeuille, on va dire, avec des changements locaux, avec ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission. Il y a des changements nationaux, avec des règles, avec des incitations. Il y a des changements aussi européens. Donc tout ça, ça crée beaucoup d'incertitudes, notamment pour les consommateurs, pour pouvoir comprendre quel véhicule acheter, comment est-ce qu'il va correspondre à ce qu'ils ont dans le futur. Et aussi, là, tu veux dire, pardon, je te coupe, c'est typiquement le consommateur qui dit si j'achète ce véhicule-là, je compte le garder 5 ans, je dis n'importe quoi, est-ce que dans 5 ans, l'environnement réglementaire, tu parlais des ZFE, va pas m'interdire de l'utiliser dans un certain nombre d'endroits? C'est exactement, ça. Exactement. Et donc, du coup, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes et ce qui est important, et je pense que j'ai bien aimé évidemment ton introduction qui disait que pourtant ça se passe dans l'industrie automobile qui touche tout le monde. Et donc même si, on va dire, beaucoup de Français ont un petit peu une relation parfois love and hate, on va dire, avec la voiture, beaucoup de personnes qui, parfois par machisme, pas machisme, pour être un petit peu bien, on va dire, disant moi j'aime pas les voitures, en fait ils sont toujours touchés par les voitures, ils ont toujours on va dire vécu on va dire ils ont un souvenir avec une voiture, ils sont impactés par la voiture. Il y a très peu de gens, on va dire, qui n'ont vraiment pas besoin de voiture toute l'année. Et donc cette demande, on va dire, de voiture, elle est constante. Et ce qui est important là-dedans, c'est que du coup, ça crée beaucoup d'incertitudes dans une industrie qui est absolument très importante. Et je pense qu'actuellement, il y a eu aussi beaucoup de fluctuations, on va dire, sur les prix, sur le type de véhicule à avoir. Et effectivement, actuellement, l'industrie, on va dire, de véhicules d'occasion est très dynamique. Elle est dynamique. On le voit par les chiffres entre 2021 et 2022, je le citais en introduction. Ouais. Il y a un effondrement quand même du marché en termes de volume de véhicules vendus. On passe de plus de 6 millions à 5 millions. Enfin, globalement, c'est quand même 1 million de moins. C'est quoi la raison ? Alors, c'est très simple. C'est parce que il y a eu moins de véhicules neufs produits
Et comme les véhicules d'occasion sont les anciens véhicules neufs, en fait, il y a eu moins de véhicules donc, disponibles et donc du coup, le parc s'est contracté. C'est un petit peu mécanique. Il y a une sorte d'un petit peu de trou d'air pendant presque 1 an et demi, il n'y a pas eu de production. Cependant, on va dire les transactions, on va dire, de véhicules d'occasion ont toujours été très dynamiques. Extrêmement dynamiques, on va dire, pendant tout le Covid, puisque il y avait beaucoup plus de demandes, puisqu'il n'y avait pas de demande sur les véhicules neufs. Et maintenant, on va dire que c'est quelque chose qui maintenant c'est en train de se renormaliser comparativement à ce qu'on avait pré-Covid. D'accord. Merci pour cette précision. Je voudrais revenir sur des aspects beaucoup plus basiques, terre à terre. Ouais. C'est quoi, parce que je pense que tu dois avoir les informations, c'est quoi la moyenne d'âge des véhicules d'occasion? C'est quoi le type de véhicule préféré? J'entends que c'est des petites citadines majoritairement. Ouais. Comment évoluent justement ces besoins? Est-ce qu'on voit de plus en plus de véhicules électriques arriver sur l'occasion? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes réflexes pour acheter un véhicule électrique qu'un véhicule thermique? Tu vois un petit peu bien sûr. Alors, le marché des véhicules d'occasion, donc tu l'as dit, c'est environ 5 millions de transactions par an. C'est un parc d'environ 40 millions de véhicules en France. Et il est encore à très forte majorité diesel. Donc, c'est 55% de diesel, 40% d'essence, je crois, et le reste de véhicules électrifiés. C'est évidemment un mix qui change énormément. Donc, historiquement, on va dire, la part du diesel baisse avec plus d'essence qui arrive au fur et à mesure. Notamment puisque les véhicules essence sont les fameux véhicules qui sont critères 1, qui sont donc autorisés dans toutes les zones dans le futur. Donc en termes de nouveaux véhicules, c'est plus des véhicules essence et des véhicules électriques qui arrivent. Pour ce qui est du type de véhicule, donc un véhicule maintenant neuf qui est vendu, c'est plutôt des véhicules qui sont essence ou électrifiés, effectivement avec une très forte croissance des véhicules électrifiés et des véhicules électriques. Tu fais la différence pour les hybrides et ceux qui sont complètement électriques, c'est ça? Exactement. En sachant que c'est pas du tout le même type évidemment d'utilisation et même type de véhicule. Mais ce qui a un petit peu de commun, c'est les prix qui sont plus importants, on va dire, en général qu'un véhicule thermique simple, on va dire. Et il y a évidemment un autre aspect qui on n'a pas forcément beaucoup parlé, c'est aussi l'aspect économique et une contraction économique mondiale qui fait que il y a aussi un tassement des prix où les véhicules qui sont le plus demandés sont les véhicules, on va dire, à plus faible prix. Et donc, évidemment, c'est des citadines, on va dire, moins chères que ce qu'ils se vendaient avant. Le consommateur là-dedans, comment il perçoit justement, là je te posais la question, l'achat d'un véhicule électrique, comment il choisit? J'ai acheté plusieurs fois des véhicules d'occasion, tu demandes le carnet d'entretien, tu regardes si les vidanges sont faites, enfin tu vois, tu as des habitudes pour acheter un véhicule d'occasion, de points qui sont à checker, et les vendeurs te disent voilà où on en est, donc il y a une forme de maturité par rapport à ce marché-là. Comment ça fonctionne pour l'électrique? Est-ce que les consommateurs sont à la recherche d'informations pour savoir comment acheter un véhicule électrique d'occasion? Alors, il faut savoir que le marché du véhicule électrique d'occasion est assez récent et donc très petit actuellement. Pourquoi? Parce que le principal, on va dire, des transactions sur les véhicules purement électriques sont vraiment sur des véhicules neufs, notamment grâce aux incitations et tout ça. Mais donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Notamment, il y a beaucoup de véhicules, notamment français. On pense aux Zoé, par exemple, qui sont des véhicules maintenant qui ont plusieurs années. Qu'est-ce qu'il faut faire de différent, on va dire, pour pouvoir acheter un véhicule électrique? C'est avant tout checker l'état de la batterie. Il y a des manières de le faire. Il y a des manières de faire des tests, de demander exactement quel est l'état de la batterie, qui vous diront, on va dire, le pourcentage de qualité de la batterie par rapport à l'état initial. Et après, c'est assez classique pour le reste, pour voir si des entretiens ont été faits, en sachant que les entretiens sont beaucoup moins importants, on va dire, et moins fréquents que les véhicules thermiques. Donc c'est principalement la batterie qui est un élément de changement. Dans le marché français et européen en général, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde, il y a des acteurs nouveaux qui apparaissent et qui vont, entre guillemets, reconditionner des voitures. Et les revendre.
Comment ça se passe ? C'est une tendance de fond, ça ? C'est quelque chose... Parce que, en fait, je pense aux smartphones. Back Market qui vend voilà, des smartphones où il y a des notions électriques fortes de batterie, tu vois. Est-ce que sur les voitures, c'est quelque chose qui est comparable ? Tu parles des véhicules électriques ? Oui, électriques en général. D'accord. En fait. Alors, évidemment... Mais c'est via l'électrique que j'ai pensé à ça, justement. Le véhicule de reconnaissance, alors nous, c'est exactement pour cela que nous avons lancé Autohero. C'est justement en se disant que, évidemment, participer à l'économie circulaire pour les véhicules, c'était très important pour plusieurs raisons, parce que on passe, on va dire, de transactions qui, en général, dans les véhicules d'occasion, se passent au niveau assez local, entre des particuliers et en physique. Et nous, ce qu'on pense avec Autohero, c'est qu'il faut amener de la professionnalisation. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un matériel là-dedans. Il faut donner de la confiance aux consommateurs pour savoir en fait, que ce matériel-là a été reconditionné de manière professionnelle. Et notamment avec énormément de points de contrôle. On en a 450 des points de contrôle pour pouvoir se dire, voilà, c'est passé à travers les mains d'un professionnel. Et l'autre aspect, c'est l'aspect, donc chez Autohero, on en reparlera peut-être plus tard après, c'est l'aspect de la digitalisation. Cette digitalisation nous permet de mettre un marché très local, de deux particuliers qui se rencontrent, à un marché national, où on va dire qu'un véhicule que nous, on va pouvoir vendre, qui est peut-être stocké dans le nord de la France, peut être vendu après n'importe où. On va revenir là-dessus, la transition est bonne pour parler de Autohero. Avant qu'on en parle, dans le marché de l'occasion, il y a les particuliers ou les professionnels qui vendent en France des voitures d'occasion. Il y a une part, j'ai lu quelque chose comme presque 10% de véhicules importés de l'étranger. C'est une notion qu'il faut avoir en tête, c'est important, c'est quelque chose qui augmente, pas, c'est quoi Alors, je pense que on est sur un marché européen, très certainement. Et nous, il se trouve que c'est un marché qu'on connaît très bien, puisque Auto1 Group est le leader, on va dire, de l'achat et de la revente de véhicules d'occasion au niveau européen. Et donc, l'import et l'export de véhicules au niveau européen a toujours eu lieu. Et effectivement, ça représente des flux assez importants, probablement, de ce que tu mentionnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de flux d'export. Il y a notamment beaucoup de véhicules français qui plaisent, notamment dans les pays de l'Europe du Sud, par exemple. Il y a beaucoup d'exports aussi de véhicules, par exemple, électrifiés d'occasion. Donc, par exemple, il y a beaucoup de pays nordiques dans lesquels il va y avoir des prix qui sont très intéressants et du coup des véhicules qui sont exportés. Et il y a aussi beaucoup d'imports, par exemple, de véhicules allemands vers la France, par exemple, ou vers d'autres pays européens. Ce qu'il faut savoir, la notion qu'il y a derrière, c'est que une voiture a toujours une valeur. Une voiture, c'est un bien qui a une valeur, et cette valeur, elle est assez, on va dire, transparente en général. Et il y a des manières de pouvoir faire des arbitrages de prix. Et donc il faut effectivement des moyens, et c'est quelque chose qui a toujours eu lieu et qui est facilité notamment, et qui est le plus important avec l'avènement du digital. Ok, alors maintenant on va parler un peu plus en détail d'Autohero. Est-ce que tu peux nous pitcher Autohero en quelques mots qu'est-ce que vous apportez aux consommateurs ou aux concessionnaires, ou les deux, en France ? Ouais. Alors, merci. Alors, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Autohero, l'idée, c'est vraiment d'apporter aux consommateurs une manière plus facile, plus transparente d'acheter un véhicule d'occasion en ligne. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait tout digitaliser. Donc avoir vraiment une expérience qui n'existait pas avant, c'est-à-dire de dire je peux cliquer sur une voiture et la recevoir chez moi, je ne l'aurais jamais vue. D'autre part, j'aurai la confiance que ce véhicule-là sera un véhicule de qualité puisqu'il a été reconditionné de manière professionnelle. Et en plus de ça, il y a tout un aspect, on va dire, de choix nous avons plusieurs milliers de véhicules en stock. Et il n'y a pas besoin, on va dire, d'aller dans différents endroits, de dire que ce soit en termes d'annonces, en termes de localisation, on ne va pas se déplacer pour aller checker plein de véhicules. On va tout faire en ligne parce qu'on a un parcours en ligne qui nous le permet. Et aussi, on a le choix directement parce qu'en fait, on vend de tout.
On vend des petites véhicules d'occasion, des grands véhicules électrifiés, on a de tout. Et ce qui fait que du coup, dans un endroit, un magasin qui est en ligne, on va pouvoir cliquer et avoir ce véhicule qui est livré. L'autre aspect qu'on a en plus, c'est qu'en plus on a une offre qui est unique de reprise aussi des véhicules. Donc c'est-à-dire qu'on peut non seulement on a un véhicule, on va le changer. Avec la marque Auto Hero. Exactement. Vous pouvez donc choisir votre véhicule et vendre votre ancien directement en ligne. Et du coup, il y a un camion vitré qui va arriver avec votre magnifique véhicule reconditionné. C'est d'ailleurs une expérience qui est assez magique et assez intéressante. Le véhicule vient directement chez vous, il est déposé et le camion repart avec votre véhicule, votre ancien véhicule et le prix vous est déduit du nouveau véhicule que vous achetez. Ça veut dire... Alors, j'ai plein de questions qui me viennent. Merci pour cette introduction. En introduction, j'ai annoncé 6,5 milliards de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires ou est-ce que c'est du volume d'affaires ? Et le fait que vous ayez tant de stock, ça veut dire que vous achetez avant de revendre et vous n'êtes pas une marketplace. Non. Alors, oui, c'est du chiffre d'affaires, mais les 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sont les 6,5 milliards d'euros du groupe Auto 1 au niveau européen. Oui, c'est clair. Et donc ça, c'est en B2B. Alors, le Auto Hero au niveau européen, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est important, mais c'est moins important puisque c'est l'aspect B2C qui est en croissance encore, alors qu'on va dire que historiquement, le groupe Auto 1 est un groupe B2B. Et effectivement, oui, c'est du vrai chiffre d'affaires puisque nous utilisons notre balance sheet pour pouvoir acheter les véhicules. Pourquoi ? Parce que nous allons les reconditionner. Donc nous allons pas uniquement les revendre directement comme une marketplace, nous allons les acheter, les inspecter, les transporter chez nous, les reconditionner et ensuite les mettre en ligne dans notre stock pour qu'ils puissent justement être directement livrés avec nos propres camions. Donc il y a un aspect de contrôle, on va dire, de la chaîne de valeur de A au consommateur, de A à Z, qui est très importante aussi pour garantir la qualité. Tu étais dans les opérations par le passé, mais en fait les opérations elles sont hyper importantes dans ce business-là. Ouais, alors moi c'est quelque chose qui me passionne, j'ai la chance on va dire de pouvoir faire des opérations, j'adore on va dire cet aspect des gens qui ont en tête on va dire des aspects de business digitaux où ils disent c'est des websites avec des développeurs. En vrai, souvent, derrière tous les grandes startups, il y a énormément d'opérations. Je suis tellement convaincu par ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast les Digital Doers. Exactement. Parce que derrière un écran, il y a des opérations très très concrètes à réaliser. C'est exactement ça. Donc on n'a plus évidemment, on va dire, de magasins où on n'a pas pour l'instant de magasins qui montrent les voitures. Par contre, derrière, on fait tout ce que font vraiment les gens, c'est-à-dire on va vraiment les réparer. Et ça, c'est pas du digital. On va vraiment les transporter. C'est pareil, il faut qu'on gère ces opérations concrètement. Comment tu parlais de la chaîne de valeur. Prenons le début, tu vois, dans les grandes étapes. Comment vous faites l'acquisition des véhicules. Comment vous allez les contrôler. Où ça se passe. Est-ce que c'est des hangars géants Est-ce que c'est réparti un peu partout en Europe comment ça fonctionne? Le sourcing. Le sourcing, c'est un sourcing C2B. Donc nous on est vraiment on va acheter des véhicules à des particuliers. Et donc on est les leaders européens. Donc en France, on a une marque qui s'appelle vendezvotrevoiture.fr. Donc c'est là où je l'ai déjà utilisé, celle-là, je l'ai vendue ma précédente voiture sur donc ce vous site-là. avez des agences qui sont un petit peu partout en Europe, plusieurs centaines d'agences, et du coup vous avez des agences dans lesquelles vous allez donc vendre votre véhicule et vous allez recevoir tout un process où le véhicule va être inspecté. Et ensuite, vous allez recevoir directement les sous. Bon, je vais faire la promo à ta place parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret client pour en parler. J'ai vendu ma voiture qui était une vieille voiture. J'ai pré-rempli en ligne en fait la description de ma voiture en jouant le jeu. J'ai rien caché en disant le nombre de kilomètres qu'elle avait, les défauts qu'elle pouvait avoir. J'ai pris un rendez-vous à 2 km de chez moi dans une agence, dans un parking souterrain. Il y a eu le contrôle qui a été fait. Et on m'a validé le prix qui m'avait été annoncé. Donc, première bonne
expérience, tu vois. Ouais. On m'avait donné un prix, c'est bien celui qu'on m'a payé. Ouais. Et tout s'est fait de façon très fluide, exactement comme la promesse avait été annoncée. Exactement. Alors ça, je suis absolument ravi que tu aies cette belle expérience, parce que c'est exactement l'expérience qu'on répète, et la raison pour laquelle on est fort. Pourquoi ? Parce que derrière ce prix, il y a évidemment énormément d'algorithmes de calcul qui font que du coup, avec tous les détails que tu as pu fournir, on peut effectivement donner le bon prix. Donc j'ai compris qu'en fait, le prix, il est aussi fait parce qu'il n'est pas tout de suite annoncé. Et j'ai compris le véhicule était proposé à des acheteurs qui avaient un peu un système plus ou moins d'enchères qui permet de fixer le prix. Exactement. Alors oui, c'est grosso modo, c'est ça, mais c'est... Derrière donc le groupe Auto1, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle auto1.com, sur laquelle il y a 60 000 professionnels qui sont en ligne et qui voient les véhicules qui sont mis en ligne. Et du coup, il y a effectivement ce qu'on essaie de voir, c'est d'essayer de faire ce match entre donc, un véhicule et la demande, et de valider ce prix-là. Donc on a une grande expertise, on va dire, du prix, de dire quelle est la valeur à un instant T d'un véhicule, puisqu'on connaît sa liquidité, on connaît énormément de détails, on connaît notamment potentiellement le pays dans lequel il sera le mieux vendu, pour revenir justement sur Là, on m'a annoncé que la voiture, elle partait tout droit vers les pays de l'Est. Voilà, par exemple. Et donc ensuite de ça, ça nous permet de dire, voilà, on peut garantir ce prix-là et vous donner ce prix-là. Et il y a aussi après tout cet aspect de, il faut que le process se passe bien. Il faut que on soit bon sur le fait de bien inspecter le véhicule, que ça se passe bien, que les informations soient justes, et que tout le process online aussi se passe de manière fluide. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment c'est l'achat. C'est absolument crucial. Pourquoi ? Parce que on dit souvent dans le monde du véhicule d'occasion qu'on fait et qu'on perd de l'argent au moment de l'achat, puisque si on achète mal un véhicule, ce sera très difficile de le revendre à un bon prix. Donc on l'achète à ce moment-là. Ensuite de ça, ce véhicule-là, il sera en fonction, on va dire, du véhicule, soit revendu à un marchand, soit identifié comme un véhicule pour Autohero, et à ce moment-là, il sera déplacé vers un de nos centres de reconditionnement. Et donc là, il sera réinspecté pour pouvoir faire une liste de travaux à faire sur le véhicule. Donc là, on parle de travaux d'esthétique, mais aussi de travaux évidemment mécaniques. Donc le véhicule sera mis sur un pont, il y aura des mécaniciens qui vont l'inspecter, et ensuite de ça, les travaux seront réalisés, et le véhicule sera mis en ligne et stocké dans notre stock de voitures. Il y en a plusieurs, comment ça fonctionne ? Alors nous en France, on a quelques sites, voilà, mais principalement, on n'a pas des centaines de sites. Donc là, ils sont stockés, et après, il faut mettre en avant le véhicule qui a à vendre sur le site. Donc là, il y a des photos qui sont prises très détaillées, avec donc évidemment une belle mise en préparation du véhicule pour qu'il soit pris. Donc nous avons des studios photos qui prennent le véhicule à 360 évidemment, intérieur, extérieur, et spécificité où nous montrons aussi les éventuels défauts qui subsistent. On parle de véhicule d'occasion, c'est important qu'il y ait une notion de transparence. Donc s'il y a une petite rayure qui subsiste, on la montre. On prend la photo, on dit où est-ce qu'elle est, et du coup il y a cette espèce de confiance que on saura exactement l'état dans lequel on va récupérer notre véhicule. Donc ça permet de pouvoir dire, en fait vous n'avez pas besoin de voir ce véhicule, puisque nous l'avons vu à votre place. Vous avez vu tous les défauts, vous voyez toutes les photos, et du coup vous pouvez avoir confiance que non seulement il est tel que vous l'avez vu sur les photos, mais en plus de ça nous l'avons reconditionné mécaniquement. Et derrière ça, il est mis donc évidemment sur donc les plateformes en ligne de vente. Il est vendu. Et là, il est repréparé pour que quand vous le récupérez... il est vendu. Attends, tu vas nous dire la préparation. On a compris qu'il y avait le camion. Enfin, il y a un marketing autour de ça et c'est bien fait. Le client qui achète, est-ce qu'il a aussi 14 jours pour se rétracter ? Est-ce qu'il y a une garantie ? Comment ça fonctionne ? Alors... Ça fonctionne évidemment en ligne. Vous pouvez aussi parler évidemment à nos conseillers qui vont vous aider à comprendre, à vous poser des questions, à vous aider à potentiellement être financé.
et évidemment à comprendre les garanties que vous avez, et si vous voulez en rajouter, vous pouvez aussi rajouter des garanties derrière, et comprendre évidemment quelles seront les modalités de paiement, de livraison et aussi d'achat, on va dire, toutes les questions, on va dire, sur l'achat, pour que justement l'achat soit validé. Donc c'est possible d'avoir après son véhicule sous quelques jours. Mais c'est quoi le système? Il n'y a pas de retour quand on achète son véhicule? Si. Alors si, justement, comme nous, ce que nous disons, c'est que quand vous recevez votre véhicule, donc évidemment c'est qu'il arrive chez vous, et vous avez ensuite 14 jours pour pouvoir nous rendre. Si vous pas. Comment ça se passe, les frais de livraison? 21 jours. 21 jours. Comment se passent les frais de livraison? Est-ce que ça s'ajoute au prix qui est affiché? Comment ça se passe, l'éventuel retour sur les frais de retour? Les frais de livraison varient en fonction de la localisation. Ils sont évidemment affichés au moment où vous faites la validation de la commande, et ça varie vraiment en fonction du choix de livraison que vous faites. Donc est-ce que vous choisissez une livraison par exemple dans une de nos agences, ou alors est-ce que vous choisissez une livraison directement chez vous? Et pour le retour? Pour le retour, ça sera fait directement avec nous. Voilà. Ouais, ok. La carte grise, vous vous en occupez? Si vous le choisissez, oui. Alors ça, c'est un choix, on va dire que le client peut faire. Et évidemment, nous occupons de tout. C'est quoi finalement les USP, comme on dit en anglais, d'Auto-Hero? Je pense que l'USP, c'est la livraison, à domicile d'un véhicule reconditionné. C'est aussi la transparence d'avoir tous les défauts affichés, et la confiance évidemment que le véhicule a été reconditionné. C'est-à-dire que pour un consommateur, passer par Auto-Hero, c'est la garantie de ne pas se faire avoir sur un véhicule d'occasion. C'est gros. Je pense que c'est un des gros aspects que nous faisons sur la digitalisation de cette catégorie-là, effectivement. On n'a pas besoin d'être averti, expert en mécanique ou en automobile pour acheter un véhicule d'occasion. Je pense qu'il y a deux choses qu'on essaie de résoudre. Un, c'est l'aspect donc confiance qu'on vient de noter. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de gens qui sont des experts en mécanique et qui sauraient faire les inspections qu'il faut pour pouvoir s'assurer que le véhicule est en bon état, et encore moins, on va dire, faire eux-mêmes les réparations. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de la facilité de la vente. La facilité, c'est plusieurs choses. C'est facilité d'accès au choix. Donc nous avons du choix. Et c'est la facilité de la transaction en elle-même, qui non seulement est facile parce qu'elle est en ligne, mais en plus, elle est facile parce que le véhicule arrive directement chez vous. Donc c'est vraiment la différence. Moi, tout à l'heure, tu mentionnais le fait que acheter un véhicule d'occasion, c'est pas la même chose que d'acheter des chaussures. Mais je pense que c'est important aussi de se rappeler le parcours de digitalisation d'une catégorie. Acheter des chaussures, historiquement, c'était perçu comme très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « je vais jamais acheter des chaussures que je n'ai pas essayées. Je vais jamais essayer des chaussures parce qu'il y a plusieurs pointures. » Et en fait, il y a au fur et à mesure du temps une transformation et de l'offre et de la perception des clients, qui va dire en fait maintenant c'est quelque chose qui se passe de manière très très naturelle. Ouais, il y a une maturité finalement Exactement. Du secteur, des acheteurs, qui permet d'aller de plus en plus loin dans la digitalisation de la vente. Et du coup, nous, ce que nous faisons, c'est exactement ça, c'est cette transformation de cette catégorie qui historiquement n'a pas été digitale, ou pas entièrement digitalisée, et dire vous pouvez nous faire confiance de A à Z, puisqu'en fait, toutes les questions que vous avez sur la qualité du véhicule, sur le choix, on va vous aider à faire tout ça. Et vous allez trouver le véhicule qui vous convient, et vous pourrez l'acheter sans problème chez nous en ligne, et il sera livré chez vous. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. Qui est unique. Dernière question avant on revienne sur la confiance, les consommateurs, un peu pour conclure. Est-ce que ça vous arrive, au niveau du sourcing, d'acheter à des leasers, par exemple, des flottes de véhicules, ou c'est uniquement aux particuliers ? Alors, c'est principalement aux particuliers. Alors, évidemment, nous achetons parfois à des professionnels, mais c'est principalement aux particuliers. Ok. La confiance, on vient de l'évoquer. Quels sont les plus gros freins avancés par les acheteurs
potentiel de la plateforme qu'il faut lever. Moi, je pense par exemple au paiement. Est-ce qu'il faut tout de suite payer tout? On ne va pas payer une voiture par carte bleue, donc il doit y avoir un virement. C'est quoi les garanties sur le véhicule? C'est quoi les freins principaux? Alors je pense que, vous avez bien évoqué, je pense qu'il y a tout d'abord un aspect de est-ce que le véhicule sera conforme à ce que je pensais. Donc ça, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la transparence et notamment le fait de donner tous les détails du véhicule, notamment l'historique. 2, il y a effectivement la facilité de transaction. Donc nous permettons aussi plusieurs moyens de paiement. Et nous facilitons, on va dire, ce processus-là en aidant, on va dire, les clients en fonction du paiement qu'ils ont choisi. Que ce soit avec un propre financement, que ce soit avec un paiement sur fonds propres par virement, par chèque de banque. Donc tout est permis. Et on va dire que toutes les solutions, on va dire, qu'ils ont, on les permet directement. Et ensuite de ça, il y a aussi un aspect, évidemment, de confiance à long terme. Donc on a parlé de la garantie, on a parlé de la possibilité de retour et de dire que justement cette transaction-là, en fait, vous avez tous les moyens de vous rétracter si vous voulez et si vous avez un problème, on sera là aussi pour pouvoir assurer la garantie. Est-ce qu'il y a besoin d'apporter la preuve de ce que vous avancez? Est-ce que les avis clients, c'est quelque chose de primordial là-dedans? Évidemment, je pense que on fait très attention à nos clients et on a la chance de pouvoir avoir un NPS, donc Net Promoter Score, qui est très élevé. Donc on est au-dessus de 70. On a vraiment la chance de pouvoir, on va dire, avoir une expérience qui est très satisfaisante et qui du coup permet d'avoir des gens qui sont vraiment, on va dire, promoteurs et qui notamment mettent aussi, on a un niveau de Trustpilot de 4,5, 4,6 et donc du coup on regarde ça énormément. C'est très important. Je pense qu'il n'y a personne, on va dire, qui va faire un achat aussi important en ligne qui ne va pas regarder, on va dire, les avis en ligne aussi. Est-ce que vous arrivez à mesurer le temps nécessaire à la prise de décision des acheteurs qui se rendent sur le site parce que c'est pas un achat d'impulsion. Donc, et comment on fait pour traquer un peu ça? Comment les données sont collectées? Est-ce qu'il y a tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on regarde pour essayer de comprendre au mieux on va dire, le cheminement, on va dire, de consommateurs. Et on voit beaucoup de profils très différents. On va avoir des gens qui sont pas aidés, qui font tout en ligne et qui vont voir un véhicule et qui vont l'acheter directement. Et il y a aussi des gens qui ont vu un véhicule et qui vont prendre des informations, qui vont attendre un petit peu. Si le véhicule est toujours là, reviendront plus tard. Et ça, je pense qu'il faut là-dedans être flexible. C'est un petit peu comme c'est un peu comme le paiement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire j'ai une seule manière de faire, le véhicule il est juste là et il est disponible que pendant 5 secondes. C'est s'adapter, on va dire, à ce que veut le client, notamment parce que on s'adresse à tout le monde et en fonction du budget, de la situation dans laquelle les gens sont au moment où ils achètent, ça va être différent. Donc il y a vraiment tout. Mais ce que je pense qui est intéressant de voir, c'est que les gens sont capables de faire un achat aussi important en ligne, évidemment, parce que nous, on le voit à l'échelle. Si on fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires au niveau européen, c'est pas qu'on est encore dans un petit pilote. On est dans une tendance de fond qui est en train de se structurer. On a une croissance qui augmente. Et comme toute catégorie qui se digitalise, la croissance ne va faire qu'augmenter. La pénétration du digital va continuer. Derrière ça, c'est quoi? C'est le fait que plus ça va aller, plus ça va être normal d'acheter un véhicule en ligne et plus il y aura des gens qui auront des expériences autour d'eux, de gens qui auront acheté en ligne et ça va être quelque chose qui, à mon avis, dans quelques années sera absolument normal. En marketing, on parle souvent des personas. Peut-être que vous en avez. C'est quoi le type? C'est plutôt homme, plutôt femme? Est-ce que les femmes sont plus réceptives à la vente de véhicules online que les hommes, ou est-ce que c'est partout pareil? Alors nous, en termes alors nous, c'est plutôt nous on regarde plutôt en termes de persona. Initialement, je pense que c'était beaucoup des jeunes actifs. Dire, c'est toujours souvent comme ça que ça se passe, la digitalisation, avec des catégories de personnes qui sont déjà en ligne. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure du temps,
en réalité, on s'adresse vraiment autant à un étudiant à Paris qu'à un retraité en Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre business, il n'est pas localisé. Nous, on livre partout en France. Et il est aussi 100% digital. Et comme tout le monde cherche au moins un véhicule en ligne, en fait, on s'adresse à tous les gens qui vont chercher un véhicule. Après, ce qui va peut-être changer, c'est le taux de conversion. En fonction, on va dire, si on est un jeune actif ou quelqu'un qui n'a jamais fait ce type d'achat. Et c'est là, on va dire que aussi nos forces de vente sont importantes pour pouvoir accompagner les personnes, pour pouvoir leur expliquer justement comment ça se passe, parce qu'on est effectivement un petit peu différent. Mais souvent, parfois, les gens sont très contents de se dire ah bon, j'ai pas à me déplacer, j'ai pas à me soucier, on va dire, de certaines choses. Et donc du coup, c'est quelque chose qui en fait au final se retrouve comme étant un avantage pour nous. J'ai évoqué le mot CRM. J'imagine qu'on peut créer un compte sur Autohero. Est-ce que vous voyez des clients fidèles, parce que je pose la question peut-être un peu naïvement, mais on n'achète quand même pas une voiture tous les 4 matins. Ouais. Est-ce que vous voyez malgré tout ce genre de comportement ? Oui, alors évidemment, on n'achète pas un véhicule tous les jours. On a déjà évidemment des véhicules des personnes qui sont revenues, notamment parce que par exemple, on a beaucoup de personnes qui ont acheté pour eux-mêmes et ensuite qui ont acheté pour leurs enfants. Mais aussi, évidemment, et on en parle tout le temps en marketing, c'est le pouvoir de la recommandation. Et plus on a de véhicules, de clients qui sont contents, on a énormément de clients qui sont recommandés par des personnes. Comment vous le traquez, ça ? On en pose la question, savoir où est-ce que, on va dire, quelle est la source, on va dire, des recommandations. Et c'est quelque chose qui est très important, évidemment. Manu Théa, merci vraiment pour la qualité de cet échange. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Ça fait déjà 58 minutes qu'on enregistre, tu vois. Ça a été très instructif pour moi. Je pense que pour les auditeurs aussi. Je voudrais remercier d'ailleurs les auditeurs pour la fidélité de leur présence, de leurs écoutes, les messages qu'ils m'envoient de soutien. Merci à Comexposium et puis aux événements One-to-One Retail e-commerce qui se tient à Monaco, qui apporte aussi son support à cet épisode. Manu Théa, si on veut te joindre, est-ce que LinkedIn c'est le meilleur endroit pour voilà, donc Manu Théa Dupont. Si jamais vous avez d'autres questions ou que vous voulez que je fasse l'intermédiaire, je peux aussi le faire au travers du site lesdigitaldoers.com. Il me reste plus qu'à te remercier et puis à te dire à très bientôt. Merci.